Bonjour à tous, c'est Sébastien de la chaîne Agile BIM. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect de l'agilisation du domaine de la construction qui est comment lutter contre les charrettes et le surmenage, comment arriver à prioriser les tâches d'une manière qui fasse que l'on ne soit pas obligé de travailler le soir ou le week-end. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que la plupart d'entre vous sont sensibles. Si vous travaillez en agence d'architecture ou même dans une boîte d'ingénieurs. En fait, je pense que vous avez tous vécu des périodes de charrette, donc de travail intense où il faut travailler la nuit, il faut travailler le week-end, où on ne voit plus la fin. Et à la fin, bah, au petit matin, il y a les associés qui arrivent à l'agence. On ferme les enveloppes pour envoyer tout ça dans le cas d'un concours, par exemple. Donc, c'est vraiment une culture qu'on a en architecture, notamment. Moi, je suis architecte. Dès l'agence, en fait, on apprend à faire des projets en mode charrette où il y a beaucoup de documents à produire. Et on se pose rarement la question de savoir, mais au final, est-ce que tous ces documents sont importants? Parce que après, moi, je me retrouve à revoir mes documents que j'ai rendus pour mon diplôme, par exemple, ou même pour des concours. On se rend compte qu'il y a beaucoup de détails qui n'auraient peut-être pas dû être traités à ce moment-là, en tout cas. Parce qu'il y a un peu l'idée quand même du projet d'architecture qui est tout ficelé, où on a tout prévu dès le début. Et c'est peut-être aussi cette culture-là qui peut être changée. Mais le but de cette vidéo, c'est pas pour parler comme ça de choses un peu difficiles à remettre en cause. C'est vrai que il y a beaucoup d'acteurs dans le bâtiment qui fonctionnent comme ça, et ça va être difficile en fait de faire changer les choses. La culture des charrettes, elle vient depuis l'école d'architecture. Donc comment on fait finalement pratiquement pour arriver à avoir une vie un peu plus saine? Donc on va voir ça, parce que finalement moi j'ai la chance d'avoir donc un profil d'architecte, mais aussi d'avoir été dans le monde des startups. Enfin, je crée une startup d'ailleurs précisément en ce moment et depuis quelques années, qui est la plateforme Brix en fait, que vous pouvez trouver à l'adresse brixapp.io, en fait, qui est une plateforme collaborative dans le domaine de l'architecture, qui permet en fait de travailler de manière plus agile, de prioriser les tâches justement, notamment via des tableaux Kanban, donc qui permettent d'avoir une vision claire de l'état d'avancement du projet et tout et tout. Donc je vous laisse découvrir ça, il y aura un lien là en bas de la vidéo. Mais c'est pas le sujet. Le sujet là, c'est de dire comment on peut utiliser finalement des techniques qui nous viennent de l'agile, qui nous viennent du monde des startups, pour arriver à mieux prioriser, tout en prenant en compte la réalité du milieu, qui fait que les maîtres d'ouvrage ils sont habitués à un certain rendu, que on est dans une culture de charrette, donc les gens acceptent ça, etc. Donc déjà, pourquoi la charrette c'est pas une bonne idée? Donc on a l'impression en tant qu'architecte que la charrette, ça débloque des choses. C'est-à-dire que pendant des mois, on avance lentement et tout ça. Et à un moment, il y a un rendu, il y a une finalisation, et on sait que au petit matin, il y aura le projet défini. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. On retrouve d'ailleurs, ça me fait penser dans le domaine de la négociation politique. Quand on voit les politiques en Europe ou même à l'international qui passent leur nuit finalement à négocier et ils savent que il y a une date limite, il y a une date butoir. Donc ça c'est clair que c'est un élément plutôt positif de la charrette, c'est de dire que il y a un rendu et après le rendu, on sait qu'on aura arrêté les choix. Donc ça induit aussi une notion de comment on restreint les choix de manière en amont en fait. Pourquoi on attend que ce soit un rendu qui nous impose les choix et on ne fait pas ce coupage en fait des possibilités plus en amont. Voilà. Après, il y a beaucoup d'éléments négatifs. Donc, dans les charrettes, donc en général, ce qui se passe pratiquement, c'est qu'on a une liste de choses à rendre. En tant qu'architecte, peut-être, je sais pas, on doit faire des coupes, on doit faire des 3D, on doit définir tous les étages, faire les plans de surface. Donc, ça fait beaucoup de choses et on est un peu vraiment dépassé par l'ensemble des choses à rendre. Et on sait que si on ne rend pas tout, notamment dans le cadre d'un concours, on pourra être sanctionné ou même perdre le concours pour de mauvaises raisons parce que voilà, il faut que tous les candidats soient évalués sur le même plan. Donc, si un candidat ne rend pas quelque chose, peut-être ça peut être un point d'exclusion. Donc, c'est vraiment un risque. C'est pour ça que évidemment, on essaie de tout rendre. Et on n'a pas le recul pour savoir ce qui est important. On a ce qui pourrait être. Il y a toujours des marges de négociation. En fait, ce qui est sur le programme, voilà, on a juste dit je veux tel document. Mais l'importance qu'on accorde à tel document, c'est quand même quelque chose qu'on a qui est de notre côté. Donc,
Et donc, les autres points négatifs, évidemment, à part le recul qui nous manque, bah, c'est la fatigue, hein, globalement pour l'équipe. Je vous cache pas que, enfin, vous êtes tous au courant de ça, si vous avez fait des charrettes, que c'est vraiment épuisant, que même si on fait des récup après, en termes d'heures, bah, il y a une sorte de démotivation. Voilà, c'est bon, c'est vrai que c'est des expériences un peu amusantes des fois la nuit. Etc. Mais globalement, si on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, là on commence à en avoir bien assez. Et ce qui explique aussi souvent la jeunesse qu'on voit dans les agences d'architecture. On voit tout le monde est un peu jeune, ils ont l'impression de sortir de l'école et tout. Mais c'est aussi un peu ce côté épuisant du métier qui fait que souvent, soit on passe à autre chose, soit on crée sa propre agence, mais là, c'est pas forcément mieux non plus. Donc voilà, on est tous d'accord que faire des charrettes, avoir trop de boulot, c'est pas bon, ni pour le moral, ni pour la productivité, ni pour la qualité du travail produit. Mais comment on fait? Alors, il y a différentes techniques et bah, les startups, le monde du développement, la méthode agile, tout ça, ils apportent pas mal d'éléments. Donc, on va voir ça un peu ensemble. Qu'est-ce qu'on peut utiliser finalement dans le domaine du bâtiment? Quand on a une liste de tâches, ce qui est bien, c'est déjà de la lister, vraiment, soit sur un tableau, un outil en ligne, juste de le marquer sur un papier, mais vraiment avoir une vision un peu claire de ce qu'il y a à faire. Après, il faut évaluer en fait finalement l'importance de chaque tâche, parce que toute tâche n'a pas la même importance. Si on rend pas, je sais pas, on ne définit pas le plan masse, on ne sait pas où le bâtiment se trouve, ben, c'est vrai que c'est un peu gênant. C'est-à-dire tout découle de cette décision en fait. Donc si on ne la fait pas, c'est un peu gênant. Après, si on n'a pas choisi tel matériau alors qu'on est en phase concours, c'est pas grave. Donc là, c'est toute cette culture de savoir jusqu'à quel point on va. Donc ça, c'est une culture qu'on a tous, hein, mais qu'on acquiert finalement en travaillant dans le domaine. Mais et que souvent, bah, quand on a moins d'expérience, on peut aller trop loin, on peut être un peu emporté par la précision du logiciel de dessin, et du coup se retrouver à dessiner des prises électriques ou des choses comme ça qui sont pas du tout nécessaires. Mais il faut aussi partager cette perception de la valeur parce que l'équipe est pas uniforme. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important en agile. C'est de dialoguer avec l'équipe et de poser les choses, en fait, de dire, bah voilà, on a une liste de tâches. Donc déjà, essayons d'évaluer ces tâches sur différents critères. Donc les premiers critères, c'est est-ce que c'est dur ou pas à faire? Est-ce que c'est dur ou pas à faire? Est-ce que ça demande beaucoup d'heures? Est-ce qu'il y a des incertitudes, etc. Après, deuxième critère, c'est est-ce que c'est important? Est-ce que ça a un impact important? Et ça, c'est presque le premier critère, en fait. C'est finalement, si on fait des choses qui sont dures à faire, mais qui ont qu'un faible impact, bah, pourquoi les faire? Rien que ces deux critères, en fait, on peut travailler sur ce qu'on appelle une matrice d'Eisenhower. Donc vous retrouverez sur le blog, là je vais partager le lien d'un article de blog que j'ai publié où il y aura un peu de visuel. Dans mes prochaines vidéos, j'essaierai de partager un peu des visuels, mais là, pour l'instant, je commence simplement juste avec la voix. Et donc, une matrice d'Eisenhower, en gros, il y a quatre cases et il y a deux critères. Le premier critère, c'est la difficulté, donc qui est en abscisse, et le deuxième critère, c'est l'impact. Et donc, on va avoir quatre cases. Si quelque chose est difficile à faire, mais a un faible impact, donc on l'a vu, là, vraiment, faut pas le faire, quoi. C'est donc ce qu'ils appellent les thanks less actions, c'est-à-dire les actions qui... Personne va vous remercier pour ces actions, même si vous avez fait charrette. Donc, vaut mieux pas les faire. Après, il y a les actions qui sont simples à faire et qui ont un impact fort. Bah, là, c'est vraiment du tout... faut y aller direct. Faut y aller direct et il faut presque même les faire en premier, de manière à libérer la liste de tâches et à délivrer très vite de la valeur qu'on peut... donc, quand on est dans le cadre d'un concours, on va peut-être pas la délivrer au client, mais en tout cas, on va la délivrer à l'équipe. On va montrer à l'équipe que bah, ça progresse vite et que c'est important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les quick wins. C'est les quick wins en anglais. Donc c'est des actions rapides qui ont un fort impact. Après, il y a des actions donc qui sont faciles, mais finalement, l'impact, il est faible. Par exemple, je prends un exemple. Je vais calpiner mon espace, tout mon plan, parce que j'ai décidé que je vais utiliser tel matériau et que ça crée une texture intéressante, etc. Ok, ouais, c'est bien, c'est facile. Peut-être il y a une fonction sur le logiciel de dessin, AutoCAD, Revit, qui permet de calpiner tout ça très rapidement. Mais si ça a un faible impact, pourquoi le faire, quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte de
de notions alors qu'on retrouve aussi dans l'une des approches agiles qui s'appelle le Lean, en fait, c'est d'éliminer les déchets, d'éliminer tout ce qui finalement n'est pas essentiel à l'activité, tout ce qui va être du superflu. Donc ça, ces tâches-là, elles prennent moins de temps, elles sont pas difficiles, mais il faut les éviter parce que c'est du superflu. Et enfin, il y a les tâches difficiles et à fort impact. Donc celles-là, on ne peut pas y passer. Si on ne les fait pas, en fait, notre proposition, elle va pas être forte, en fait. C'est comme, alors, si je fais un parallèle avec le monde des startups, si une startup, elle répond pas à un problème qui est gros, en gros, elle aura peu de chances de succès. Donc, faire une startup en disant, bah, on fait un quick win, on répond à un problème qui n'est pas très important, mais qui est relativement facile à répondre, ça peut marcher un peu, mais on ne va pas révolutionner le monde. Donc, si on veut avoir une certaine ambition, bah, il faut avoir aussi une certaine difficulté. Donc ça, c'est pareil pour l'architecture. Si l'ambition de projet, bah, c'est juste répéter un projet tel qu'on a vu des centaines de fois, le faire bien, etc., bah, c'est sûr, ça va peut-être passer dans pas mal de cas. Mais si on veut bah, être parmi les plus grands architectes ou se dégager d'un pool d'architectes qui vont faire des propositions concurrentes, bah, on a intérêt quand même à affronter la difficulté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tâches stratégiques, les choses qu'il faut faire, qu'il faut prioriser, il faut reconnaître leurs difficultés, et après, ben, évidemment, faut essayer de découper cette difficulté. Après, on peut rajouter d'autres éléments de choix. Donc, plus globalement, quelle est la valeur pour le client? Donc là, c'est plutôt pour des approches, si on est en phase après le concours, où on est en relation régulière avec le client. Il faut toujours se demander en fait ce qui va bah, finalement ce qui va avoir de la valeur, non pas simplement pour faire avancer le projet, mais du point de vue de la finalité de l'ouvrage. En fait, si on dessine des bureaux, si on dessine des logements, à un moment, dès qu'on arrive dans une concrétisation des choix du logement, je ne sais pas, vous avez décidé, maintenant on va faire des duplex structurés de telle manière, avec un positionnement vers le sud. Le client, il va être projeté en fait dans ce que dans ce que tu lui apportes en fait, et il va pouvoir exploiter l'information en fait. Par exemple, faire un plan de vente ou promettre voilà à ses utilisateurs finaux telle qualité de lumière, telle qualité d'espace. Donc ça, c'est la valeur client. Donc après, il y a toujours des tâches qui sont nécessaires à faire, mais qui n'ont pas directement une valeur client. Par exemple, bah, si vous travaillez sur une maquette Revit et il y a besoin de structurer les familles, il y a besoin de structurer le modèle pour que ça soit plus rapide et qu'après vous puissiez délivrer de la valeur plus rapidement, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais dans la priorisation des tâches, bah, il va falloir lui accorder une place, mais il ne faut pas mettre tout le paquet là-dessus. Alors après, une autre approche, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire peut débloquer un autre partenaire? Parce qu'on est dans le cadre, surtout en architecture, dans la construction, le fonctionnement des équipes est un peu particulier dans le sens où c'est des équipes multi-entreprises en fait. Donc on va avoir l'architecte, on va avoir l'ingénieur, on va voir le maître d'ouvrage, on va avoir l'entreprise de construction, on va avoir beaucoup d'acteurs finalement qui sont séparés, qui n'interviennent pas au même moment et qu'il va falloir synchroniser. Donc, il y a une notion, là où on peut perdre beaucoup de temps, et en pratique, on perd beaucoup de temps, c'est dans la synchronisation entre les acteurs. Si moi, je fais par exemple un choix d'espace de duplex, par exemple, comme j'avais évoqué, et qui impacte la structure, ben, ce choix-là, je l'ai fait à un moment T. L'architecte qui va reprendre ses études par rapport à cette structure, bah, peut-être qu'il va se rendre compte 3 mois après que mon choix initial a eu un impact sur bah, je sais pas, les épaisseurs de poutres, les choses comme ça, qui vont avoir beaucoup de conséquences pour lui. Donc ça, ce délai entre les deux, il va être important. Donc si moi je travaille dans mon coin, je fais mon espace, etc. Et au bout de 3 mois, quand tout est ficelé, je lui dis, bah tiens, maintenant j'ai mon plan, tu peux travailler sur la structure. Et là, il se rend compte, mais attends, mais qu'est-ce que tu as fait là? Les poutres, je peux pas les porter, j'ai pas la hauteur, etc. Bah, tout ce cheminement-là, il faut le faire de manière beaucoup plus itérative. En fait, il faut impliquer les acteurs de manière plus fluide et donc prioriser des tâches, des choses qui débloquent un autre acteur, qui permettent finalement de lever des hypothèses et d'aller dans le sens d'une concrétisation des choix. Ben, c'est un élément de priorisation. À part la notion de valeur, il y a aussi la notion d'avoir des retours. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une tâche déjà entamée
pas forcément fini et avoir un retour rapide, notamment des clients, des maîtres d'ouvrage, plutôt que chercher à ficeler les choses et du coup avoir un retour beaucoup trop tard, qui peut être finalement j'avais pas besoin de ça en fait. C'est-à-dire que en fait si on est en mode itératif et on dit là je vais faire une première version, version 1, on s'explique hein, auprès du maître d'ouvrage, on dit bon c'est pas parfait, on a bien compris, c'est juste pour avoir une idée. Et ben, ça permet de lever beaucoup de communiquer, en fait, finalement, d'échanger sur les besoins de chacun et d'éviter beaucoup de travail parce que finalement, le maître d'ouvrage, il n'a pas forcément besoin d'un document très très léché, d'une 3D, en réalité augmentée ou je sais pas. Il a juste besoin d'interagir. Il faut vraiment l'intégrer dans l'équipe. Donc voilà, c'est ces notions-là, on peut s'arrêter là pour l'instant en termes de technique. Disons que prendre en compte la difficulté en interne et l'impact que ça va avoir sur le projet, être très attentif en fait à l'impact pour l'utilisateur final, essayer de toujours délivrer de la valeur progressivement et de recevoir des avis, s'intégrer dans une équipe plus globale et voir les déblocages, les blocages qu'on peut avoir donc entre différents intervenants, l'architecte, l'ingénieur, etc. Voilà, ça c'est les points les plus importants. Donc maintenant, je vous suggère comme toujours de tester ça vous-même, donc de mettre en pratique dans l'une de vos futures itérations. Donc c'est quoi une itération? Bah, ça va être par exemple votre prochaine réunion, peut-être pas le rendu de concours, ça peut être un bon exemple, mais ça peut être aussi un peu stressant d'appliquer des nouvelles méthodes en phase concours, mais pourquoi pas, si vous êtes en début de concours, c'est une bonne idée aussi. Et donc, bah, vous dites pour la prochaine réunion, qu'est-ce qu'on va faire là? Au lieu juste de dire, bah oui, c'est bon, on prépare la réunion, voilà, bah, faites une liste des choses à faire. Faites une liste des choses à faire. Pour la priorisation, il y a différentes manières. Vous pouvez, par exemple, faire un petit tableau Excel, un petit tableau Google Sheet, où vous allez juste lister les tâches à faire et vous allez donner des colonnes avec des indices d'impact. Par exemple, vous dites, ben, c'est un impact de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. 5, ce serait le maximum. Pareil en difficulté, vous dites c'est un indice de 1, 2, 3, 4, 5. Et on pourrait même rajouter un autre indice donc, qui est souvent utilisé par exemple dans le marketing ou dans d'autres domaines, qui est l'indice d'inconnu un peu. Est-ce qu'il y a des inconnus? Parce que finalement, tout n'est pas défini à l'avance. Donc quelque chose qui a des impacts forts, faible difficulté apparente, mais on l'a jamais fait. Il se peut très bien qu'on ait des inconnus. Donc bah, voilà, ça fait 3 facteurs. On multiplie les 3 facteurs, ça donne un chiffre. Et après, on compare ces chiffres. Et ce chiffre, on va pouvoir du coup le hiérarchiser et dire bah, finalement, on doit en choisir 2, on doit en choisir 3 pour cette semaine, pour les 2 semaines qui viennent. On ne pourra pas tout faire, mais vaut mieux se focaliser sur 3 objectifs et les faire plutôt qu'essayer de vendre la terre entière et finalement faire des choses à moitié achevées. Voilà, donc vous pouvez commencer par ce tableau-là et donc préparer votre future itération, votre futur sprint, si on utilise la terminologie Scrum, Agile, donc, dans lequel on parle dans d'autres vidéos. Et me dire bah, en commentaire ce que ça a donné. Est-ce que vous avez des points est-ce que cette méthodologie, en fait, elle a permis de gagner du temps, de faire moins, mais de travailler moins tard le soir, etc. Voilà, ben, merci de partager avec nous et à bientôt pour une nouvelle vidéo dans la chaîne Agile BIM pour discuter donc de la méthode agile, des approches agiles appliquées au domaine de l'architecture et de la construction. Voilà, allez, à bientôt, bonne journée.